Vous informer sur notre devoir. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Dans ce journal, nous irons au quartier Massengo dans le 9e arrondissement d'Iri, où les automobilistes éprouvent toutes les peines du monde à cause de la dégradation des voies d'accès. L'artémisia, cette plante ayant des vertus thérapeutiques, est de plus en plus consommée en République du Congo pour lutter contre le paludisme. Vous en saurez davantage dans ce journal. Enfin, page sombre dans ce journal avec le décès de Bernard Timbambelela. Cette éminente figure politique congolaise est décédée ce mercredi à Brazzaville à l'âge de 78 ans. Voilà tout pour le sommaire. En ouverture, la dégradation des voies d'accès au quartier Massengo dans le 9e arrondissement d'Iri contraint les populations à débourser 500 francs, voire 1000 francs CFA pour atteindre la voie principale goudronnée. À cela s'ajoute l'insécurité auquel cette population est confrontée. Triste constat de Irma Oko et Roch Lebaké. C'est un véritable calvaire que vivent au quotidien les populations vivant au quartier Massengo dans le 9e arrondissement d'Iri. Dans ce quartier se pose un réel problème de voies d'accès. Les deux principales voies qui soulageaient les peines des populations sont dans un état de dégradation sans pareil. Bout par ici et Mardo par là. Il s'agit de l'avenue qui mène vers Marcel Ibaliko et cette autre conduisant à 3 poteaux. Ces quelques citadins triés sur le volet relatent leurs souffrances vécues au quotidien. Surtout le matin, les enfants qui vont à l'école rencontrent beaucoup de difficultés pour arriver dans certaines écoles du quartier. Surtout quand il pleut. Quand vous passez par ici pour aller vers 3 poteaux, Marcel Ibaliko, c'est impossible de partir. Au moment où nous avons au moins une histoire de 3 avenues ici, s'il s'agit que des routes, les Brazzavillois sont dessus. Avec cet état de route, les moyens les plus adaptés qu'utilisent ces habitants pour se frayer un chemin afin d'atteindre le goudron principal, c'est-à-dire la route nationale numéro 2, sont les motocycles et même les taxis couramment appelés 100. 500 voire 1000 francs CFA, c'est la somme qu'il faut débourser au quotidien. En cas d'urgence la nuit, ils utilisent les moyens du bord tels que la brouette. Nous sommes obligés de pouvoir transporter le malade sous nos dos à pied pour que nous ayons au moins le moyen de pouvoir prendre un transport à amener à l'hôpital de Kombo. En cas de maladie, quand vous avez une personne qui est sérieusement malade, pour sortir du quartier également, c'est un problème. Ils ont par la suite lancé un cri de cœur à l'endroit des autorités compétentes. Vraiment que le maire central essaie de se mettre sur le terrain avec les peu de moyens, qu'il essaie de faire quelque chose. Nous demandons vraiment avec tout le respect au chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, pour pouvoir revoir avec le ministre Jean-Jacques Bouya pour ce système, parce que forcément nous souffrons énormément. En dehors de la dégradation des voies d'accès dans cette partie de Brazzaville, s'ajoute également le problème d'insécurité. C'est le cas de cet élève qui a été agressé en plein jour par des bandits. Je viens de suivre une agression par des bandits. Ils ont cassé mon téléphone et ils m'ont blessé. Ils m'ont demandé des pièces et je leur ai dit j'avais rien. Ils m'ont fouillé les poches, ils ont pris mon téléphone, ils ont appuyé, ça s'est cassé et puis ils m'ont mis la bouteille. Donc on vit l'insécurité à Massengo ici. La dégradation des voies d'accès dans cette zone qui devient enclavée a occasionné plusieurs départs et même ces commerces qui devraient faire vivre ce quartier ont mis les clés sous le paillasson et d'autres envahis par ces herbes. Parlons d'une plante que d'aucuns connaissent, l'artémisia, une plante médicinale originaire d'Asie, souvent utilisée pour lutter contre le paludisme. Nos reporters sont allés à la rencontre de Steve Mifundu Sami, qui fait la culture de l'artémisia. Il nous parle de ses vertus avec Charvine Mabiala et Henri Mavambou. Je n'ai jamais écouté parler de l'artémisia. Oh, je n'ai pas entendu parler de ça. Au stade marchand, un coin aménagé pour la culture de ces plantes thérapeutiques. L'artémisia
Une plante qui prend petit à petit une place de choix dans la vie des Congolais. Souvent, moi j'étais paludéen, je tombais souvent malade de palu. Mais quand je me suis mis à l'artémisia, je ne suis plus jamais tombé malade. Et j'avais eu le corona, je suis pas allé à l'hôpital. Je l'ai soigné avec l'artémisia. L'artémisia est une plante naturelle, est un très bon produit contre le paludisme. En tout cas, je conseille à la population congolaise d'utiliser ce produit parce qu'il est très bien, il est bio. Cette plante herbacée, utilisée depuis 2000 ans dans la médecine traditionnelle chinoise, a bien d'autres vertus. L'artémisia soigne la bilharziose, il soigne les règles douloureuses. L'artémisia également a été démontré, il a été démontré plutôt que l'artémisia soigne également le cancer des sangs. Et les recherches ne sont pas encore terminées, il y a d'autres mots que l'artémisia soigne. Le même artémisia, on peut l'utiliser comme insecticide également. Au Congo, c'est avec la survenue de la Covid-19 en 2020 que l'artémisia a gagné en notoriété. Yvon Steve Mifundu Sami mène depuis quelques années un combat de vulgarisation. Notre objectif, c'est de faire connaître cette plante, la vulgariser et permettre à tous ceux qui ont des capacités de pouvoir les planter chez soi, de le planter. Donc nous ne le faisons pas à but commercial, mais nous le faisons à but de vulgarisation ou d'aide. Cette plante au goût amer a plusieurs variétés dont l'artémisia annua et l'artémisia afra présents sur le sol congolais. Elle a été d'abord interdite de consommation par l'OMS en 2019. La raison, la teneur en artémisine et son efficacité qui dépendaient des conditions climatiques, géographiques et environnementales. Aujourd'hui, leur regard a changé avec quelques conditions quand même. Cette plante, on la cultive, nous personnellement, on la cultive biologiquement, naturellement. Donc on ne met pas des engrais chimiques là-dedans, comme on appelle MPK, pour que ça puisse vite pousser. Non. Si vous faites ainsi, la plante perd sa valeur, il n'y aura plus les vertus appropriées pour cette plante. Cette tisane comporte néanmoins quelques risques de vomissements, de diarrhée, de vertiges et de convulsions si la posologie n'est pas respectée à la lettre. À ce sujet, Steve Mifundu Sami revient sur le mode d'emploi de cette plante médicinale au micro de Charvine Mabiala. Nous administrons par jour à une patiente ou un patient 5 grammes. Donc, et c'est là, le 5 grammes, on le consomme, on le met dans un litre d'eau. Donc, si vous voulez que je vous explique un peu la posologie, comment nous procédons. Donc, vous avez 5 grammes. On fait d'abord bouillir de l'eau, 1 litre d'eau. Une fois l'eau arrive à ébullition, vous ouvrez la marmite, vous prenez 5 grammes de ces feuilles et tiges, vous les mettez dans la marmite. Vous couvez la marmite, vous retirez aussitôt la marmite du feu. Et vous éteignez votre marmite, le feu plutôt, de votre réchaud. Et vous attendez 15 minutes. Après 15 minutes, vous filtrez la solution. Vous prenez un verre tiède le matin. Le reste, vous gardez soit dans le récipient où vous avez fait bouillir, vous avez préparé votre solution à infusion. Une fois que vous avez laissé le reste là, vous prenez un verre à midi, un verre le soir. Maintenant, on va me dire qu'il y a des gens, comme on aime le dire ici, il y a des coopérants. Donc, ceux qui ne s'assoient pas à la maison, ils peuvent pas. Alors, vous prenez un verre tiède le matin, le reste, vous le mettez par exemple dans une bouteille en verre. La solution va se refroidir, vous ne la réchauffez pas. La Banque mondiale continue d'appuyer le Congo dans la mise en œuvre de son plan national de développement PND 2022-2026. C'est en tout cas l'assurance donnée par le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, reçu en audience ce mercredi par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. On fait le point avec le confrère de la presse présidentielle. Quelle est la situation du portefeuille de la Banque mondiale en République du Congo au regard des priorités stratégiques du pays? Quels sont les enjeux du dialogue public-privé dans les secteurs à fort potentiel de croissance et de développement économique du Congo? Telles ont été les principales questions au cœur de l'audience que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a accordé mercredi à la résidence du Plateau à Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, en séjour à Brazzaville depuis mardi pour une série de rencontres.
À cette audience, des assurances ont été données sur la poursuite du soutien de la Banque mondiale dans la mise en œuvre du plan national de développement 2022-2026. Nous avons un partenariat qui a évolué au fil du temps. On a commencé à faire des projets au niveau du Congo en 1967. À l'époque, la première opération n'était que de 30 millions de dollars. Aujourd'hui, on a plus de 2 milliards de dollars d'engagement au niveau du Congo. Mais également, c'était l'occasion de dire comment nous soutenons la mise en œuvre du plan national de développement du Congo, qui est en train d'être finalisé, complété en 2026, où nous avons augmenté significativement nos programmes dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de l'éducation, mais également dans le secteur de l'agriculture. En compagnie d'Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, s'est trouvé Ethiopis Tafara, vice-président pour l'Afrique de l'Ouest de la Société financière internationale, l'une des composantes du groupe de la Banque mondiale. Cette composante est chargée notamment de combler les écarts de développement entre pays. Pour moi, c'est surtout l'opportunité de parler de la stratégie qu'on est en train de monter au SFI pour combler les écarts de financement pour le développement qui existent dans le monde en mobilisant des investisseurs privés et le capital privé. Mais c'est surtout une stratégie pour focaliser sur la création d'emplois. En République du Congo, la Banque mondiale compte 12 projets actifs représentant environ 500 milliards de francs CFA. Ces projets concernent notamment la santé, l'énergie, l'éducation et l'appui budgétaire. Dans la suite du journal, le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoa, a inauguré mardi la nouvelle station-service de la Société nationale des pétroles du Congo, une station-service érigée dans la concession de l'aéroport Maya-Maya, disposant d'une baie technique moderne de 66 mètres carrés. On en parle avec Evati Kasumba et Ladoré Foutika. Cette coupure du ruban symbolique par le ministre des Hydrocarbures Bruno Jean-Richard Itoa marque bien la mise en service de cette station de la Société nationale des pétroles du Congo SNPC Distribution. Érigée dans la concession de l'aéroport, la station-service de Maya-Maya a fait l'objet de toutes les études préalables requises à l'ouverture d'une installation de ce type appelée techniquement installation classée. Cette nouvelle station-service de la SNPC Distribution se distingue par son immense superficie de 4120 mètres carrés, dans laquelle sont implantés un bâtiment commercial de 67 mètres carrés, doté d'un restaurant-bar au premier niveau, d'un bâtiment spécifique dédié aux jeux et loisirs de 72 mètres carrés. Sa piste de distribution des produits raffinés est composée de 3 volucompteurs de dernière génération du constructeur Darver, dédié à la vente du supercarburant et du gazoil avec un débit maximal de 40 litres par minute. Elle est ainsi couverte par un avant atypique en aluminium de 348 mètres carrés, s'approvisionnant sur une zone de stockage de super 30 000 litres et gazoil 30 000 litres. Prenant la parole à l'occasion, le directeur général de la SNPC Distribution, Teddy Christelle Sassou Nguesso, a exhorté ses agents à faire preuve de professionnalisme afin d'offrir les services de qualité aux clients. Après les stations de Yé, Kinsundi et Talangai, c'est avec un immense plaisir et une grande fierté que nous nous réunissons aujourd'hui à Maya-Maya pour inaugurer notre nouvelle station-service, un jalon important dans notre plan ambitieux de développement. Ainsi, nous confirmons notre déploiement du plan triennal de construction de stations-service de pointe en zone urbaine. Cet événement marque non seulement l'extension du réseau des stations-service SNPC Distribution, mais aussi notre engagement constant à offrir des services de qualité adaptés aux besoins de nos clients et aux exigences d'un marché en pleine mutation. Depuis plusieurs années, la SNPC Distribution s'est donnée pour mission de renforcer sa présence sur le territoire national afin d'être plus proche des consommateurs. Pour le ministre des Hydrocarbures Bruno Jean-Richard Itoa, qui pilote la politique sectorielle, a au nom du gouvernement de la République
adressé sa profonde gratitude à la SNPC Group en général et à sa filiale distribution en particulier pour la bonne tenue des indicateurs de performance et son dynamisme légendaire. Au cours de cette cérémonie, l'assistance a été replongée dans la réalisation de ce joyau à travers une vidéo qui circonscrit le début et la fin du chantier. C'est par une visite guidée de lieu que s'est achevée cette cérémonie d'inauguration de cette station-service de la SNPC Distribution Maya Maya. Célébration ce 12-21 mai de la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Le reportage que vous allez suivre dans le cadre de cette célébration souligne la nécessité pour la population congolaise de vivre dans la cohésion pour préserver le vivre ensemble. Christelle Gakoso. Avec ses 342 000 km² de superficie, la République du Congo est peuplée par une soixantaine d'ethnies. Parmi la soixantaine d'ethnies, il y a des Mboshi, Congo, Teke, Bembe, Vili, Mbonjo, Bomitaba et Djem. Une diversité culturelle qui, à l'occasion de la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, rêvait tout son sens. En effet, cette pluralité d'ethnies devrait favoriser l'interpénétration et la connaissance des autres. Exemple, moi je suis Larry, mon père est de Boko, mais je ne mange pas le tobambori, c'est sans ma volonté. Mais ma mère est de Wesso, je mange le ngoki, donc ça dépend de la personne. Tel que moi, je suis de la Kivu centrale. Là, j'ai vu maintenant Wesso. Plusieurs temps que je suis à Wesso, je suis déjà habitué avec leur culture. Je danse Kingo, mais je ne suis pas de Makwa. Ouais, je peux danser Kibou, Kiri, mais je ne suis pas Bembe. Je peux danser, je ne sais pas, Mantiemi ou comment, Banza Congo ou comment. Mais on n'est pas, comment dire, on n'est pas de ces régions-là. Mais comme ce sont nos régions à nous. La diversité culturelle devient ainsi une richesse qui devrait renforcer les liens de cohésion du vivre ensemble. Pour cela, un pas doit être franchi pour aller à la découverte de l'autre culture, en évitant de s'enfermer dans sa propre culture. Une démarche qui permet d'apprécier la richesse culturelle des autres. C'est une richesse qu'il faut reconnaître et dont il faut se servir. Le développement, l'épanouissement des uns des autres, des individus au sein du groupe auquel ils appartiennent, des champs à travers lesquels, par exemple, on dit que les Vili mangent le Dukudaka, que les Lari mangent les chenilles, que les Bembe mangent le chat, que les Kamba mangent l'Inkasa, etc. C'est ça justement la diversité. Dans cette dynamique, il convient de bannir certaines habitudes qui favorisent le repli identitaire. Cela constitue une barrière à la cohésion sociale ou à l'unité des peuples. D'où cet appel d'Alphonse Kala, directeur général des arts et des lettres, à vivre cette journée en se mettant ensemble. Nos cultures ne nous prédisposent pas à être des ennemis, plutôt qu'elles nous prédisposent à être ensemble. Et surtout, quand on s'appelle tous Congolais, cela signifie que nous avons beaucoup de choses en commun, que l'on vienne du littoral ou de la grande forêt de Noa-Balendoki, nous avons beaucoup de choses en commun qui nous permettent de nous mettre ensemble. Et d'ailleurs, comme le dit notre hymne, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. C'est ça la diversité culturelle. Cette journée a été initiée par l'UNESCO. Elle vise à célébrer la richesse des cultures du monde et le rôle du dialogue interculturel pour la paix et le développement des sociétés. En tout cas, un message bien reçu. Page internationale en RDC, la condamnation par la Cour constitutionnelle de l'opposant et ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo à 10 ans de travaux forcés et l'examen de la demande de levée de l'immunité de l'ancien président Joseph Kabila, deux affaires qui font couler beaucoup d'encre et de salive en RDC. Presse au cours de la rédaction de DRTV nous ont dit davantage. La tension est palpable en République démocratique du Congo avec deux affaires qui secouent la sphère politique nationale. La première, celle de la condamnation à 10 ans de travaux forcés de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, prononcée par la Cour constitutionnelle le mardi 20 mai 2025 pour détournement de fonds publics
à hauteur de 195 millions de dollars américains alloués dans le cadre de la matérialisation du projet Bukanga Lonzo entre 2011 et 2016. Ce programme visait le développement d'un parc agro-industriel de 75 000 hectares afin de contribuer significativement à la sécurité alimentaire du pays. Cependant, d'après l'inspection générale des finances, IGF, seuls 34 millions sur les 285 déboursés ont été justifiés. Ainsi, plus de 205 millions restent sans traçabilité claire. Outre la peine de travaux forcés, la Cour a également prononcé une interdiction d'éligibilité de 5 ans à l'encontre d'Augustin Matata Pogno, le privant de toute fonction élective pendant cette période. En second lieu, la levée de l'immunité de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, non pas en qualité d'ancien chef d'État, mais de sénateur à vie, cristallise la tension. Il est poursuivi pour trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité, liés aux violences commises dans l'Est de la RDC. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, évoque des preuves palpables d'une implication de l'ancien président dans le soutien à la rébellion du M23, qualifiée d'agression rwandaise. Le Front commun pour le Congo, une plateforme dont Joseph Kabila reste l'une des figures emblématiques, dénonce une manœuvre anticonstitutionnelle. Le Sénat, qui actuellement examine le réquisitoire de l'auditeur général des forces armées congolaises de la République démocratique du Congo, FARDC, devrait se prononcer ce jeudi. Ces condamnations inédites à ce niveau de responsabilité constitueraient un signal fort dans la lutte contre la corruption et le trafic d'influence, à en croire certaines indiscrétions. En attendant de mettre la main sur les 2 personnalités politiques incriminées, Matata Pogno et Joseph Kabila sont encore libres de leur mouvement. Une page sombre dans ce journal. L'ancien ministre de la Pêche et de l'Agriculture, Bernard Timbabelela, est décédé ce mercredi 25 mai à l'âge de 78 ans. Haut fonctionnaire, économiste, enseignant et écrivain, son engagement et ses contributions laissent une empreinte dans l'histoire politique et sociale du Congo. Retour sur les circonstances de son décès et son parcours politique avec Nuptian Dombi, Everti Kasumba et Roch Lebake. C'est une journée sombre pour la famille biologique et politique de Bernard Timbabelela, qui vient de perdre l'un de leurs dans les premières heures de la matinée de ce mercredi 21 mai. Au domicile de l'illustre disparu, situé au quartier Asekna, case B25-B26, avenue Bernard Timbabelela, l'émotion est palpable. Contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, Bernard Timbabelela ne s'est pas effondré dans les escaliers de sa résidence. Son fils aîné, témoin de la scène, revient ici sur les circonstances de cette mort inopinée. Moi, je suis dans l'autre maison, je l'ai vu ici. J'ai demandé ce qui n'allait pas. Il m'a fait comprendre qu'il avait très mal au niveau de l'estomac. Il avait très mal, il m'a dit que c'est une gastrique, qu'il avait déjà souffert de ça et qu'il maîtrisait son traitement. Donc il a appelé son médecin qui lui a prescrit des médicaments buvables. Il prenait ça, comme je dis, à 48 heures, mais à peine hier, à 24 heures, il était très faible, très très faible. J'étais obligé de faire venir un autre médecin qui a pris la tension à mon père. Il avait 7 de tension, donc aussitôt j'ai dit qu'il fallait qu'il parte aux urgences. Nous sommes allés à l'hôpital de Micité avec papa, arrivé sur place, ils nous ont bien reçus. Ils ont fait l'électrocardiogramme. Quand ils ont fait ça, le médecin est sorti de la salle en me disant qu'il est décédé. Voilà, donc contrairement à ce qu'on a dit dans les réseaux sociaux, il n'a pas trébuché dans les escaliers. Le vieux Titi, comme certains l'appelaient affectueusement, a marqué son empreinte dans l'histoire politique et sociale de la République du Congo. En effet, il a débuté sa carrière dans l'administration publique congolaise, où il a gravi progressivement les échelons. En 1982, il fonde le Crédit Rural du Congo, une banque destinée à soutenir le développement agricole, avant de s'engager dans la politique à la fin des années 1980. Ensuite, il rejoint en 1989 le comité central du Parti congolais du travail, PCT. Avec l'instauration du pluralisme en 1991,
Il quitte le PCT pour le mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral MCDDI aux côtés de Bernard Kolela. En 1992, il est élu député dans la circonscription unique de Mbanza-Ndunga dans le département du Poul, puis devient vice-président de l'Assemblée nationale la même année. De 2007 à 2012, il occupe à nouveau le poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. En 2012, il est nommé ministre de la Pêche et de l'Aquaculture et plaide pour une politique sectorielle durable en collaboration avec des partenaires tels que la FAO et la Banque mondiale, fonction qu'il exerce jusqu'en 2016. De sa vie politique, l'on retiendra également des changements significatifs, notamment dans la promotion du développement agricole, la réforme des politiques halieutiques et la réflexion sur les enjeux socio-économiques du Congo. Né le 14 juin 1946 à Brazzaville, cette éminente figure politique qui se n'est allée ce 21 mai était également un intellectuel engagé. Il a publié plusieurs ouvrages, dont Le commerce mondial de la faim, Stratégie de rupture positive au Congo-Brazzaville et Sur les ailes du temps itinéraire d'une enfance africaine, dans lesquels il partageait ses réflexions sur le développement et son parcours personnel. Bernard Tibambelela est décédé avec la casquette de membre de la Cour des comptes et de discipline budgétaire. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Ensuite, les programmes sur notre chaîne. Portez-vous bien.